Bruno Cadoré, vous êtes l'auteur du livre De l'abri à la Nouvelle-France, les migrations en Amérique française. Est-ce que vous pouvez nous présenter le livre en quelques mots? Ce que je voulais faire avec ce livre, apparemment, c'est à partir d'une liste qui est parue en 2012 de colons qui étaient partis de Seine-et-Marne vers l'Amérique. À partir de cette liste de noms, j'ai voulu savoir un petit peu plus, savoir ce qu'était leur vie ici, et puis leur vie là-bas. Et ça m'a permis de connaître en fait des gens qui ont une vie particulière. Il fallait quand même avoir un certain courage pour partir de Seine-et-Marne pour aller s'installer dans un pays qu'ils ne connaissaient pas du tout. Après un voyage qui pouvait être dangereux, sur des navires qui étaient à l'époque à voile. Donc il fallait à peu près 2 ou 3 mois pour arriver jusqu'à là-bas. Et puis après, il fallait aussi endurer le climat, endurer tout. Et s'adapter à une nouvelle vie. S'adapter à une nouvelle vie, c'est vrai. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel était le contexte social, politique de cette période-là? On va dire ça démarre à quel moment? Les premiers à partir, c'est 1634. Et à cette époque-là, c'est sous le règne de Louis XIII. Et à cette époque-là, on peut dire qu'il y a eu quelques guerres, surtout une guerre qui a opposé la France avec l'Espagne. Et donc, le problème qui s'est posé, c'est qu'il y a eu des pillages, il y a eu évidemment des maladies, des épidémies. Et donc, toutes ces raisons ont pu aussi pousser certaines personnes à partir au loin pour trouver une vie meilleure en fait. Est-ce que ça a été un pari réussi pour la majorité des gens qui sont partis? Ça dépend de chaque personne, mais en règle générale, les personnes qui arrivaient là-bas arrivaient à avoir des terres. Avoir des terres. Et avoir des terres d'une superficie beaucoup plus grande qu'en France. Et puis il y en a certains même qui sont devenus des seigneurs là-bas. À ce moment-là, comment vous vivez en Seine-et-Marne pour partir comme ça? Comment c'était un peu le contexte économique ici? C'était difficile? Alors ça dépend pour les personnes, mais la majorité des personnes qui sont parties étaient des fils ou des filles d'artisans. Donc la vie était rude? La vie était rude, puisqu'un artisan ne travaillait pas tout le temps dans son atelier, mais il était aussi paysan. Il pouvait avoir des terres et donc être laboureur aussi de ces terres, même s'il pouvait devenir propriétaire de ces terres pour certains artisans. Mais la vie était assez dure, oui, et en même temps, on ne peut pas dire non plus que ce soit la pauvreté qui les ait poussés à partir. Non, c'est la recherche d'une vie meilleure, tout ça. Alors Bruno, juste avant, vous connaissez bien cet endroit? C'est vrai. J'ai travaillé 3 ans sur le livre et c'est vrai qu'une bonne partie du travail que j'ai fait, effectivement, j'ai travaillé à la médiathèque de Luxembourg à Meaux, parce qu'il y a énormément d'ouvrages qui sont sur l'histoire locale. D'accord. Ah oui. Vous avez trouvé des mines d'or? Oui, en tout cas sur l'histoire de Meaux par exemple, c'est vrai qu'ici on trouve quand même beaucoup de choses. Ce qui permet de savoir dans quel contexte les colons sont partis de Meaux et sont partis aller s'installer en Amérique. Il faut dire qu'à Meaux, c'est une des villes les plus importantes et qui ont vu partir énormément de personnes en Amérique. Donc Meaux et Brie-Comte-Robert sont les 2 villes les plus importantes en Seine-et-Marne quant au départ des colons vers l'Amérique. Dans votre livre, vous faites référence à des familles qui se sont exilées au Québec. Et si on parlait d'Hélène Champlain? Oui, Hélène Champlain, c'est vrai que c'est un personnage très connu et très important au Québec. Il faut savoir qu'Hélène Champlain, c'était la veuve du fondateur de la ville de Québec. Il a fondé cette ville-là en 1608 et il s'est marié avec Hélène Champlain en 1610. Il a passé 4 ans avec elle à Québec, à une époque où il y avait 30, 40, 50 personnes à Québec. Petite communauté à ses débuts, et il est rentré avec elle, donc après 4 ans de passer à Québec. Lui, il est reparti à Québec pour continuer la fondation de la ville. Il est mort en 1635, elle n'est plus jamais retournée au Québec, elle est restée donc en France, et à la mort de son mari,
elle a pris une décision qui était de devenir une religieuse dans un couvent à Paris. C'est le couvent des Ursulines à Paris. Et elle a décidé, avec l'argent qu'elle avait eu de son côté, d'utiliser cet argent-là pour fonder un couvent d'Ursulines à Meaux. Et donc, elle a fondé le couvent d'Ursulines à Meaux. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Uniquement le nom d'une rue. C'est la rue des Ursulines. C'est tout ce qui reste malheureusement de ce couvent et d'elle. Et elle est morte à Meaux, sauf qu'on n'a jamais pu retrouver sa tombe ni l'endroit de sa sépulture. Voilà un peu l'histoire d'Hélène de Champlain. Donc une plaque a été posée devant le lycée Moissan à Meaux parce que c'est l'endroit où était le couvent de la veuve Champlain. Vous nous avez fait part aussi de la vie de Marie-Joseph Maréchal vous affectionnez. Je sais, quand on a parlé tout à l'heure, on l'a évoqué, on m'avait dit, ah là là, cette femme, elle a eu une vie vraiment particulière. En quoi? C'est vrai que on ne sait pas trop de sa vie en Seine-et-Marne, on ne sait pas trop. On n'a même pas retrouvé son acte de baptême, en fait. Mais son acte de mariage indique qu'effectivement, elle est née en Seine-et-Marne. Ce qu'on sait par contre d'elle, c'est ce qui lui est arrivé, ce qui lui est arrivé là-bas. C'est qu'elle s'est mariée avec le bourreau de Québec. Et à cette époque-là, le bourreau de Québec, c'était un personnage qui n'était pas très recommandable par rapport à le reste de la population. C'est pour ça qu'il vivait à l'écart de la population. On sait par exemple que le bourreau de Québec habitait donc avec sa famille sur les fortifications de Québec, mais un peu à l'écart de la population. Au bout d'un certain temps, la famille donc s'est agrandie et ils ont eu des enfants. Et ils ont décidé de tout quitter pour pouvoir partir s'installer ailleurs. Et ils ont pris un guide avec eux, un guide qui était un esclave indien. Et cet esclave indien, malheureusement, les a massacrés à quelques kilomètres de Québec sur la route. Et on sait son histoire tout simplement parce qu'elle a survécu à des blessures très graves et elle est morte à l'hôpital de Québec. Et c'est comme ça qu'elle a raconté ce qui lui était arrivé. Donc d'être assassinée, le père, les enfants et elle, donc d'être assassinée à quelques kilomètres de Québec. Il me semble que son mari est devenu bourreau. Il y avait une vraie raison. Oui. En fait, on sait que des personnes pouvaient devenir bourreaux en échange d'une remise de peine. Alors on sait qu'il a commis des délits très graves. Alors pas à Québec, mais en Acadie, qui se trouve plus au nord. Et on sait qu'en remise de peine, et on lui a proposé de devenir le bourreau de Québec. Il a accepté. Il a accepté. Il a accepté. Il s'est marié à Québec. Et il s'est marié avec une briarde. Une briarde. Oui. Et voilà comment est arrivé. Et il finit mal. Et voilà comment elle finit, oui, tristement. Vous connaissez bien cette place. C'est votre place préférée quand vous avez travaillé sur le livre? J'ai travaillé assez souvent à la médiathèque Luxembourg, à cet emplacement-là, et j'avais vu direct sur une des plaques qui est installée d'un ancien colon à Meaux, qui s'appelle Charon. Dans votre livre, vous évoquez aussi les filles du roi. Elles appellent les filles du roi tout simplement parce que de 1663 à 1673, elles ont été recrutées dans des maisons d'orphelines pour la plupart, et on leur a payé le voyage, et on leur a donné un trousseau, on leur a donné une dot, et par le trésor royal, pour aller s'installer au Québec, en tout cas au Canada. Il y a 16 filles du roi qui sont originaires de la Seine-et-Marne. Ces filles donc se sont mariées donc là-bas et ont fait une famille. Et la plupart de la population du Québec sont issues de ces femmes-là.
elle trouvait très facilement à se marier, tout simplement parce qu'il y a un déficit de population là-bas. Ils étaient très peu nombreux, et en même temps, il y avait quasiment une fille pour 7 hommes. Donc, oui. Et donc, cette volonté-là qui a été faite par le gouvernement français d'envoyer des filles à marier là-bas, c'est tout simplement parce qu'il fallait absolument sauver donc, la colonie qui n'avait pas assez de femmes pour pouvoir créer des familles. Il faisait beaucoup d'enfants? Oui, en moyenne, 7 enfants. 7 enfants? Et on a quelques exemples où, en moyenne, pour les Seine-et-Marnaises, c'était 10 enfants en moyenne, et certaines même, ça allait jusqu'à 14-15 enfants. Enfin, le taux de mortalité aussi, c'était important aussi. Il était important, mais il était moins important qu'en France. Que la vie était rude là-bas, et en même temps, à cause des guerres avec les Amérindiens, il était facile de perdre ses enfants. Alors, Bruno Cadoré, nous sommes devant la plaque qui est en hommage aux descendants de Pierre Charon. Vous pouvez nous en parler un petit peu de cette plaque? D'abord, on sait qu'elle a été déjà installée en 2011. Pourquoi sur ce bâtiment? Alors, en fait, en 2011, il y a eu des recherches qui ont été faites par le cercle généalogique. Et ce cercle généalogique a trouvé que l'emplacement d'un immeuble qui avait été vendu par ce Pierre Charon juste avant son départ, et c'est une preuve notariée qui le dit, c'est donc un endroit approximatif où se trouvait son atelier qu'il a vendu juste avant de partir à Montréal, s'installer et donc se marier là-bas. Et il a eu des descendants évidemment, et ces descendants-là, en 2011, sont revenus pour poser cette plaque-là à l'endroit supposé où était l'atelier de leur ancêtre.